Bonjour, alors aujourd'hui on va corriger la partie chimie de l'Annales Métropole 2022 paru en septembre. Tu peux trouver le sujet sur le site Labo Lycée avec son corrigé, le tout est en format PDF. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir le sujet papier pour pouvoir répondre aux questions et suivre le déroulé de cette correction. Voilà, alors dans un premier temps évidemment, je te recommande fortement de lire l'énoncé dans son intégralité de manière à pouvoir voir un peu les questions et surtout de voir où nous mènent ces questions-là. Alors, tout d'abord, les données. On peut voir qu'il y a des données qui portent sur le couple acide méthanoïque, ion méthanoate. Tu as aussi les bandes d'absorption en spectroscopie infrarouge qui sont mentionnées. Et enfin, des données physico-chimiques sur les espèces chimiques qui vont être évoquées durant ce sujet. Enfin, on peut voir qu'on termine aussi avec deux données qui vont être essentielles, la densité d'une solution commerciale d'acide méthanoïque, ainsi que le titre massique en acide méthanoïque dans cette solution. Alors dans cette première question, on nous demande de décrire l'équation de réaction, donc support du titrage. Donc tout d'abord, je te recommande de faire un petit schéma, tout simplement pour bien te repérer, notamment au niveau de la solution titrante et titrée. Donc dans l'énoncé, on nous dit qu'on dose une solution S. Donc on va écrire la solution S ici en tant que solution titrante. Donc cette solution S, c'est une solution d'acide méthanoïque. Et on dose une quantité de 25 ml, donc un volume de 25 ml. Voilà. Donc on note bien comme ça toutes les données sur le schéma, c'est plus visuel, plus simple. Et dans la burette, donc on met la solution titrante, donc on nous dit que c'est une solution d'hydroxyde de sodium. Donc l'hydroxyde de sodium, donc Na+, plus HO-. Et la concentration de cette solution est de 0,20 mol par litre. Voilà. On va appeler Ca par la même occasion la concentration de l'acide méthanoïque dans la solution S. Alors maintenant, on peut donc écrire l'équation de réaction de support du titrage. Donc on a un premier couple acide-base qui est le couple HCOH HCO-, donc l'ion méthanoate. Et on voit bien que l'acide méthanoïque doit réagir avec une base. La seule base qui existe dans les solutions titrantes, c'est l'ion hydroxyde HO-. Cet ion hydroxyde a pour acide conjugué l'eau, hein, c'est le couple de l'eau qu'on doit connaître. On voit bien qu'en ajoutant un ion H+, on a bien la molécule d'eau qui apparaît. Et à ce moment-là, ce que je te propose de faire, c'est de surligner les réactifs de ta réaction. Donc on souligne HCOH, l'acide méthanoïque, et l'ion hydroxyde, qui sont les deux réactifs, et après il n'y a plus qu'à écrire les réactifs à gauche et les produits à droite. Donc ça donne, en tant qu'équation support du titrage, HCOH plus HO- donne donc HCOO- plus, on a dit, H2O. Alors on peut rajouter que tout ça est en solution aqueuse. L'eau étant le solvant, je vais mettre un L. Et ce qui est très important, c'est la flèche ici. C'est une flèche unique parce que, évidemment, ce n'est pas une double flèche parce que la réaction est totale. Dans les titrages, la réaction doit être totale, unique et rapide. Voilà, donc on mettra une flèche simple ici. Alors dans cette deuxième question, on nous demande de déterminer la concentration molaire en acide méthanoïque qu'il y a dans la solution S, donc cette fameuse concentration qu'on a appelée Ca. Euh, donc on va s'aider évidemment de la relation à l'équivalence lors de ce titrage. Alors cette relation à l'équivalence, c'est une relation entre les quantités de matière, et évidemment cette relation n'est valable uniquement qu'à ce moment du titrage. Donc c'est important d'écrire toujours à l'équivalence, et ensuite on écrit cette relation entre les quantités de matière. Alors l'équivalence c'est quoi? Pour rappel, l'équivalence c'est lorsqu'on mélange les réactifs titrants et titrés dans des proportions dites stoichiométriques, de manière à ce que, à ce moment précis du titrage, les deux réactifs soient entièrement consommés. Pour avoir ceci, il faut à la fois connaître les quantités de réactifs versés et initiales, mais aussi connaître les coefficients stoichiométriques qui se trouvent dans cette équation. Donc qu'est-ce que ça donne? On écrit tout d'abord la quantité de l'acide méthanoïque, qui est le réactif titré ici. C'est une quantité initialement présente dans le bécher. On va voir que le I ici est très important.
Et cette quantité initiale dans le bécher est égale à la quantité d'hydroxyde de sodium que l'on va verser pour atteindre l'équivalence. Alors ici, on peut l'écrire comme ça, parce qu'on voit que les coefficients devant HO- et devant HCOH sont égaux à 1. Donc on ne va pas évidemment écrire que à chaque fois c'est sur le coefficient stoichiométrique qui vaut 1 ici. Donc on voit bien qu'on peut simplifier tout de suite et écrire cette relation à l'équivalence de manière très simple. Il suffit maintenant de développer cette relation. On va faire apparaître les concentrations et les volumes. Donc on a Ca fois le volume. Vous voyez, c'est tellement simple avec un schéma sous les yeux. Fois V est égal à la quantité versée, c'est-à-dire la concentration de la base HO- multipliée par le volume que l'on doit verser pour atteindre l'équivalence. Ce que l'on cherche, c'est donc Ca. Donc Ca, c'est CBVEC sur le volume que l'on avait au départ dans le bécher. Voilà. Donc, on encadre notre relation et ensuite, on peut passer donc à l'application numérique. Alors, pour l'application numérique, il ne reste plus qu'à établir, vous le voyez bien, le volume à l'équivalence. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le volume à l'équivalence, on va le déterminer, ici, on n'a pas trop le choix, par la méthode des tangentes. Alors, on peut voir que par la méthode des tangentes, le volume à l'équivalence, eh bien, il est de 11 ml. Bon, c'était assez visible déjà, même sans la méthode des tangentes. Donc, on a, d'après la méthode des tangentes, donc méthode des tangentes, voilà, on a un volume à l'équivalence qui vaut 11 ml. On peut maintenant donc faire l'application numérique, à savoir la concentration en base 0,20 mol par litre, le volume à l'équivalence 11 ml. On divise le tout par 25 ml. On voit que les deux volumes sont en millilitres au passage, donc ça ne sert à rien de faire des conversions. Des millilitres divisé par des millilitres, ça s'annule. Autrement dit, il ne reste plus que des moles par litre. Donc ça, on obtient 8,8 fois 10-2 moles par litre, moins 1. Voilà. Alors dans cette troisième question, on va essayer de déterminer donc le titre massique de la solution commerciale en acide méthanoïque. Donc ce titre massique, par définition, on peut l'écrire donc PM. Alors un titre massique, je vous rappelle quand même que c'est un pourcentage massique, donc c'est la masse d'acide méthanoïque sur la masse de solution. Alors on peut un peu essayer de modifier un petit peu cette relation et faire apparaître plutôt la masse volumique et la concentration massique. Pourquoi? Parce que dans le texte, on voit dans les données, nous avons la densité de la solution va nous permettre d'avoir la masse volumique de la solution, et puis on connaît la concentration molaire en acide méthanoïque dans la solution S, qui est une solution diluée de solution commerciale. Donc on va un petit peu modifier tout d'abord cette relation. Donc comment on peut la modifier? On voit que on peut diviser par le volume de la solution à la fois le numérateur et le dénominateur. Alors si on fait ça, qu'est-ce que l'on a? On a la masse d'acide méthanoïque divisée par le volume de la solution, barre de fraction principale, donc celle-ci, sur la masse de la solution divisée par le volume de la solution. Alors c'est un peu lourd, mais ce qu'on voit apparaître, c'est quoi? On voit apparaître ici ce qu'on appelle la concentration massique en acide méthanoïque, et on voit apparaître ici la masse volumique de la solution. Donc finalement, tout ceci revient à dire qu'on a affaire à une teneur, donc une concentration massique en acide méthanoïque, divisée par la masse volumique de la solution. Et on va voir qu'avec cette relation-là, ça va être un petit peu plus simple. Donc ici, je peux dire que le pourcentage massique ou le titre massique, c'est la teneur en acide méthanoïque sur la masse volumique de la solution. Voilà, donc je vais effacer cette partie-là qu'on vient de développer, on va juste garder la relation et on va essayer maintenant de déterminer le numérateur et le dénominateur de cette relation. Alors tout d'abord, on va s'intéresser au numérateur. On va essayer de déterminer, de calculer la concentration massique en acide méthanoïque. Alors qu'est-ce que l'on connaît? On connaît la concentration molaire en acide méthanoïque, mais dans la solution S. Alors on sait que la solution
S, elle a été obtenue par dilution d'une solution mère d'acide commercial. Et si on regarde le texte qui est donné, eh bien on s'aperçoit que, qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte? On nous dit que la solution S est préparée à partir de 1 ml d'acide méthanoïque concentré, dilué dans une fiole de 250 ml. Donc ça veut dire que il y a eu une dilution de la solution commerciale d'un facteur de, alors le facteur de dilution, hein, je vous rappelle, c'est un facteur qui est toujours supérieur à 1, et c'est le rapport notamment des volumes de la solution mère et de la solution fille. Alors, qu'est-ce qu'on met au numérateur? Ben, on met tout simplement le numérateur qui doit avoir la valeur la plus élevée, puisque évidemment, le facteur de dilution est supérieur à 1. Donc le volume de solution fille, ben, c'est le volume de la solution que l'on a préparée, c'est-à-dire 250 ml. Le volume de solution mère, c'est le volume de solution commerciale qu'on a prélevé pour préparer la solution S de 250 ml, c'est-à-dire 1 ml. Et on voit donc évidemment que le facteur de dilution est bien de 250, comme on pouvait s'y attendre. Donc on a un facteur de dilution de 250, ce qui fait qu'on peut calculer maintenant la concentration en acide méthanoïque dans la solution commerciale. Donc la concentration en acide méthanoïque dans la solution commerciale, on va la noter C. Cette concentration en acide méthanoïque dans la solution commerciale, elle est égale à la concentration en acide méthanoïque dans la solution S, multipliée par le facteur de dilution. Hein, évidemment, elle va être 250 fois plus concentrée que l'acide méthanoïque dans la solution S. Donc tu as ici 8,8 fois 10-2 multiplié par 250. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtiendrait ici. Alors, on peut évidemment aller chercher et calculer le résultat qui ferait 22 mol par litre, mais je te propose de laisser, on fera le calcul numérique tout à la fin, de laisser l'expression littérale pour la concentration molaire. Alors, comment on fait maintenant pour trouver la concentration massique à partir de la concentration molaire? Eh bien, de même, il y a une relation qui nous dit que la concentration massique, c'est la concentration molaire multiplié par la masse molaire de l'acide méthanoïque. Donc si on fait ceci, et qu'on remplace C par Ca et F, là, ça nous donne une relation finale qui est égale à ceci. Voilà. Donc, cette expression littérale, évidemment, on peut faire le calcul à chaque fois, mais vous voyez que si on fait des calculs, on va arrondir à chaque fois à 2 chiffres significatifs, et à la fin, on risque d'avoir un arrondi d'arrondi. Bon, c'est pas, on va peut-être tomber un petit peu à côté du résultat attendu, donc je te propose de plutôt faire l'application numérique tout à la fin. On va donc garder cette relation littérale-là, l'injecter ensuite au numérateur là-haut, et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à chercher? Il nous reste à chercher la masse volumique de la solution. Donc la masse volumique de la solution, masse volumique de la solution commerciale, alors la masse volumique de la solution commerciale, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, on va prendre la formule de la densité. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la formule de la densité? La densité, c'est la masse volumique de la solution comparée à la masse volumique du corps de référence pour les liquides, qui est l'eau. Donc c'est un rapport de masse volumique, et on cherche, nous, la masse volumique de la solution. Donc la masse volumique de la solution, on voit bien que ça va être la densité de la solution commerciale multipliée par la masse volumique de l'eau. Voilà. Ça y est, nous avons toutes les expressions. On connaît D, on connaît la masse volumique de l'eau. Nous connaissons la concentration en acide méthanoïque dans la solution S, le facteur de dilution qu'on a déterminé tout à l'heure, et nous connaissons la masse molaire de l'acide méthanoïque. Il n'y a plus qu'à remplacer tout ça dans la formule du haut, ici, et ensuite de faire l'application numérique. Donc, allons-y. Je vais effacer tout ce que j'ai entrepris jusqu'alors.
je vais réécrire, avant de tout effacer, que le pourcentage massique, le titre massique en acide méthanoïque est égal finalement à Ca fois F fois la masse molaire de l'acide méthanoïque, diviser le tout par la densité fois la masse volumique de l'eau. Bon. Alors, on a donc notre expression ici littérale. Si on veut faire l'application numérique, il se pose la question forcément des unités. Alors, regardons un petit peu. Alors, le facteur dilution n'a pas d'unité, comme ça c'est simple. Mais on voit que la masse molaire est en grammes mol moins 1, la concentration molaire est en mol litre moins 1. Donc on voit qu'on va avoir au numérateur ici des grammes par litre, ou des grammes litre moins 1. Donc ça veut dire que la masse volumique de l'eau doit être en grammes litre moins 1. Donc la masse volumique de l'eau, c'est quelque chose qu'il faut connaître. C'est 1,00 fois 10 puissance 3 grammes litre moins 1. Donc si on fait l'application numérique maintenant, le pourcentage massique en acide méthanoïque est égal à 8,8 fois 10 puissance moins 2 fois 250 fois la masse molaire de l'acide méthanoïque qui est de 46,0 grammes mol moins 1. On divise le tout par la densité, 1,19, multiplié par 1,00 fois 10 puissance 3 grammes litre moins 1. Je peux effacer ce qui est en bas ici, on n'en a plus besoin. Et donc l'application numérique de tout ceci me donne un résultat de 0,85. Ce qui veut dire qu'on a un titre massique en acide méthanoïque de 85% dans la solution commerciale. Alors dans la quatrième question, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction dont la constante thermodynamique d'équilibre correspond à la constante d'acidité K du couple acide méthanoïque-ion méthanoate. Autrement dit, on nous demande d'écrire tout simplement l'équation qui régit l'équilibre qu'il y a entre l'acide méthanoïque et sa base conjuguée, l'ion méthanoate. Alors, si je écris cet équilibre-là, donc tout d'abord, on va écrire les couples. On a tout d'abord le couple HCOOH, HCO- qui nous est donné dans l'énoncé. Et puis, une équation d'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on met de l'acide méthanoïque dans de l'eau, en solution aqueuse, eh bien, il va y avoir une réaction avec l'eau et il va se former l'ion méthanoate. Et il va y avoir une sorte d'équilibre dynamique qui va s'instaurer entre l'acide méthanoïque et l'ion méthanoate. Alors, cette réaction d'équilibre, elle s'écrit toujours par réaction avec le solvant qui est l'eau. Donc l'eau est forcément ici une espèce basique si on veut que l'acide méthanoïque réagisse avec l'eau. Et l'acide conjugué de H2O, eh bien, si H2O gagne un ion H+, on voit bien que son acide conjugué, c'est l'ion oxonium H3O+. On peut maintenant écrire correctement l'équation de réaction qui traduit cet équilibre, puisque nos deux réactifs, les voici finalement. Et on a un équilibre qui va s'écrire de cette manière-là. Donc HCOOH plus H2O, double flèche qui traduit l'équilibre, HCO- plus H3O+, donc les ions oxonium. Ce qui va être important aussi, c'est de bien noter ici que ça, c'est une molécule en solution aqueuse, ça, c'est le solvant qui est l'eau ici, ce sont des ions en solution aqueuse. On verra que ces petites notations sont notamment nécessaires pour établir l'expression de la constante d'acidité. Alors dans cette cinquième question, on nous demande d'estimer, en expliquant la démarche, à l'aide des figures 1 et 2, la valeur de la constante d'acidité Ka du couple acide méthanoïque ion méthanoate à la température du titrage. Voilà. Donc, on va tout d'abord donner l'expression de la constante d'acidité. La relation d'équilibre qu'il y a entre l'acide méthanoïque et l'ion méthanoate, on l'a vu à la question précédente. Donc, si on écrit la constante d'acidité, eh bien, cette constante d'acidité va s'écrire de cette manière-là. Alors, je vais l'écrire de manière tout de suite simplifiée, sachant que les concentrations standards sont égales à 1 mol par litre.
c'est simplement pour mettre en valeur quelque chose d'assez important. Donc je vais l'écrire de manière très simplifiée en prenant C0 égale 1 mol par litre. Donc ça me donne HCOO- en concentration à l'état d'équilibre fois la concentration en ion oxonium à l'état d'équilibre, le tout divisé par la concentration en acide méthanoïque à l'état d'équilibre. Je vous rappelle que l'eau étant le solvant, eh bien, on ne l'écrit pas dans la constante d'acidité. Bon, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que lorsque on aura la concentration en ion méthanoate qui sera égale à celle en acide méthanoïque, eh bien, on comprendra qu'à ce moment-là, la constante d'acidité aura la valeur de la concentration en mol par litre des ions oxonium. Donc, si on a HCOO- qui est égal à HCOOH à l'état d'équilibre, alors on a le Ka qui est égal à la concentration des ions oxonium à l'état d'équilibre, du moins, il ne faut pas oublier qu'on doit diviser normalement par ces zéros, hein, donc la constante d'acidité est bien sans unité. Mais là, on fait fi de ces zéros en disant que c'est égal à 1 mol par litre. Voilà, donc on a ceci. Donc toujours pareil, dans cette hypothèse-là, si on a ceci, bah alors le pK du couple qui est égal à moins log de Ka, regardez comment on peut l'écrire. Eh bien, si on transforme le Ka par H3O+ en concentration, ça me donne moins log de H3O+. Et moins log de H3O+, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Ben, on reconnaît le pH de la solution. Donc ça veut dire que si on est dans ce cas de figure, alors le pKa du couple sera égal au pH de la solution. Alors, regardons maintenant dans les figures qui nous sont données. On voit que dans la figure numéro 2, hein, que les deux courbes se croisent, et elles ne se croisent pas n'importe où. Elles se croisent, quand vous regardez le pourcentage des espèces, elle est de tous les deux de 50%. Donc ce pourcentage de 50% en HCO- et HCOH montre qu'il y a bien égalité dans les concentrations entre ces deux espèces. Donc, pour quel volume on a cette égalité de solution titrante versée? Eh bien, on observe que c'est pour un volume de 5,5 ml. Donc, on est toujours dans cette condition-là. D'après la figure 2, on voit qu'on a cette condition, donc c'est-à-dire HCO- égale HCOOH, hein, pour V égale 5,5 ml. Maintenant, on va s'aider de la figure numéro 1 et tout simplement essayer d'observer quel est le pH de la solution ici lorsque le volume versé de soude était de 5,5 ml. Eh bien, il suffit de regarder donc, la figure 1 et on voit que sur la figure 1, le pH est alors de 3,8. Donc pour V égale 5,5 ml, le pH est égal à 3,8. Or, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que la valeur du pH n'est autre que la valeur du pKa. Donc à ce moment-là, le pKa est égal à 3,8. On peut donc en déduire maintenant la valeur de la constante d'acidité. La valeur de la constante d'acidité est égale à 10 puissance moins 3,8. Donc 10 puissance, hein, je vous rappelle que le K c'est 10 puissance moins pKa. Hein, donc c'est 10 puissance moins 3,8. Et 10 puissance moins 3,8 vous donne une valeur de 1,6 fois 10 puissance moins 4 comme valeur de constante d'acidité. On peut constater alors quelque chose d'intéressant. 5,5 ml, vous avez vu, c'est pas n'importe quelle valeur. 5,5 ml, c'est la moitié du volume à l'équivalence, du volume de base versé à l'équivalence. Donc on voit bien que, en effet, lorsqu'on est à la moitié de l'équivalence, eh bien, on a le pH qui est égal au pKa du couple. On a à ce moment-là même, on dit une solution tampon, parce qu'on a une faible variation de pH autour de la demi-équivalence.
Alors, dans cette sixième question, on nous demande maintenant d'identifier les causes expliquant l'écart qu'il peut y avoir entre la valeur tabulée, donc la valeur issue des tables, de la constante d'acidité de l'acide méthanoïque et de l'ion méthanoate, donc qui est de 1,75 fois 10 puissance moins 4, et la valeur expérimentale qu'on a trouvée, nous, précédemment, grâce aux courbes. Bon, alors ici, cet écart, tout d'abord, on peut l'expliquer. La première des causes, c'est la lecture graphique. Lecture graphique. Quand on regarde le graphe, notamment la figure numéro 1, lorsqu'on fait la lecture graphique du pH, bon, on voit qu'on ne tombe pas forcément pile sur 3,8, on est un tout petit peu en dessous. Bon, alors on ne sait pas trop quelle valeur prendre. Donc on a ici, on peut avoir une hésitation sur la valeur du pH. Alors si on prend un pH de 3,7, admettons, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve comme valeur de Ka? On trouverait une valeur de Ka qui serait de 10 puissance moins 3,7. C'est-à-dire on trouverait une valeur de 2 fois 10 puissance moins 4 comme valeur de Ka. Donc on aurait une valeur qui serait, vous voyez, légèrement différente de celle qu'on a trouvée à pH égale 3,8. Donc ici, on peut déjà expliquer l'écart par cette lecture graphique. On voit bien que la valeur tabulée est entre les deux, du reste. Voilà. La deuxième cause qu'on peut donner, c'est tout simplement que la valeur tabulée, elle est donnée à 25 degrés Celsius. Bon, il faut savoir que les constantes thermodynamiques, et notamment les constantes d'acidité, dépendent d'un paramètre qui est la température. Et donc peut-être que lorsque l'on a réalisé l'expérience, eh bien, nous n'étions pas pile à 25 degrés Celsius. Donc la deuxième cause, c'est que le Ka dépend de T, de la température, et donc que la température n'est pas forcément égale à 25 degrés. Voilà ce que je pourrais donner comme les deux causes entre l'écart entre la valeur tabulée et expérimentale. Alors dans cette question numéro 7, il va falloir montrer que le quotient réactionnel peut s'écrire de cette manière-là. Alors pour y arriver, on va avoir besoin de faire un tableau d'avancement ici pour essayer de comprendre un petit peu comment on peut écrire le quotient réactionnel uniquement à partir de la concentration en ion oxonium et de la concentration en acide méthanoïque apportée. Ici, Ca. Alors, on va tout d'abord écrire le quotient réactionnel tel qu'on sait l'écrire par rapport à cette relation d'équilibre. Donc le quotient réactionnel, lorsqu'on n'est pas forcément dans l'état d'équilibre, le quotient réactionnel peut s'écrire donc QR égale concentration en HCOO- divisé par C0 multiplié par la concentration en ion oxonium divisé par C0, le tout divisé par la concentration en HCOH divisé par C0. Tous les coefficients stoichiométriques étant égaux à 1, évidemment, il n'y a pas d'exposant sur ces fractions. On peut simplifier par les C0 et on a une fraction de fraction, donc on va essayer d'écrire ça un peu mieux. Voilà. Alors, ici, on va écrire ça donc sous la forme HCO- multiplié par la concentration en ion oxonium, divisé par HCOH, qui reste au dénominateur. Et la simplification, eh bien, elle va se faire sur les concentrations standards. On a donc ici C0 au carré, et le C0 ici, vous voyez bien, va se simplifier avec l'un des C0 du dessus. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester au dénominateur un C0 ici. Voilà. Et donc, on a simplifié ainsi cette expression du quotient réactionnel. Maintenant, il faut se poser la question, comment on va faire pour arriver évidemment à la relation attendue? On voit bien que le H3O+, ici, on ne va pas y toucher, la concentration en oxonium, on n'y touche pas. Par contre, on voit bien que là, il va falloir changer ces deux termes-là. Et pour y arriver, on va avoir besoin donc du tableau d'avancement. Alors tout d'abord, le tableau d'avancement, on va le compléter. Donc là, le tableau d'avancement, on a une quantité initiale que je vais appeler NI
en acide méthanoïque, nous sommes en contact avec de l'eau qui est en excès puisque c'est le solvant. À l'état initial, on n'a pas formé de HCO- et de H3O+, et lorsqu'on est dans un état intermédiaire, on n'a pas encore atteint l'état d'équilibre, nous sommes dans un état intermédiaire, eh bien, la quantité initiale moins ce qui a réagi, c'est la quantité restante de HCO-. Dans cet état intermédiaire, nous avons toujours un excès d'eau, et on a une quantité X d'ions oxonium et d'ions méthanoate qui se sont formés. Bon. Alors, on voit bien que toute cette ligne est régie par la valeur de X, hein, et qu'il y a forcément donc des relations entre les quantités de matière des espèces chimiques. Seulement là, j'ai des concentrations. Alors, on va faire une petite astuce. On va non pas travailler en quantité de matière, mais on va travailler dans ce tableau d'avancement en concentration. On a tout à fait le droit de le faire. Pourquoi? Parce que on travaille à volume constant. Donc, j'ai le droit de diviser tout par le volume. Et en faisant cette petite astuce, eh bien, on voit qu'on va avoir des relations, non plus entre des quantités de matière, mais entre des concentrations. Et qu'est-ce que l'on a comme relation? Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître tout simplement que la concentration en ion oxonium dans cet état intermédiaire, eh bien, elle est égale à la concentration en ion méthanoate dans cet état intermédiaire. Donc on a ici, d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce que l'on a? On a HCOO- qui est égal à H3O+. Et puis, qu'est-ce que l'on a d'autre aussi? On voit que H, la concentration restante, hein, en HCOOH, ici, c'est quoi? C'est Ni sur V, je vais détailler un petit peu, moins X sur V. Alors, qu'est-ce que c'est que Ni sur V? Ni sur V, c'est la quantité d'acide méthanoïque présente initialement dans la solution. Autrement dit, c'est la concentration apportée en acide méthanoïque, qu'on note, je vous le rappelle, Ca. Moins X sur V, qu'est-ce que c'est que X sur V? X sur V, c'est ni plus ni moins la concentration en ion oxonium, donc moins H3O+. Voilà, nous avons donc maintenant nos deux concentrations en acide méthanoïque et en ion méthanoate qui sont fonction de la concentration en H3O+. Et donc on va pouvoir maintenant injecter ça dans l'expression du quotient réactionnel pour avoir l'expression attendue. Donc notre QR va s'écrire HCO-, je remplace, ça fait Ca. Non, HCO-, c'est pas ça, je me trompe, c'est H3O+, fois H3O+, en concentration. Le tout divisé par HCOH, HCOH c'est Ca moins la concentration en ion oxonium. Le tout multiplié par, donc on met des parenthèses évidemment, par ces zéros. Et donc on obtient bien la relation attendue là-haut, puisque H3O+ fois H3O+, évidemment, ça donne H3O+ au carré. Alors, dans la question 8, on va nous demander de démontrer que la constante d'acidité peut s'écrire de cette manière-là, avec le taux d'avancement final. Donc, pour y arriver, on va s'aider de deux choses. On va avoir besoin de définir dans un premier temps ce qu'est le taux d'avancement final. Et puis, on va aussi s'aider de la question précédente, c'est-à-dire de l'expression du quotient réactionnel qu'on va écrire à l'état d'équilibre, puisque ça correspondra à ce moment-là à la constante d'acidité. Alors, tout d'abord, on va rappeler ce qu'est le taux d'avancement final. Le taux d'avancement final, c'est le rapport qu'il y a entre XF et Xmax. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que XF? XF, on voit le tableau, hein, XF à l'état final, XF, c'est la quantité finale d'ion H3O+. Autrement dit, c'est la quantité à l'état final d'ion H3O+. Cette quantité à l'état final d'ion H3O+, c'est quoi? C'est la concentration des ions H3O+,
obtenu lorsqu'on atteindra l'état d'équilibre fois le volume de la solution en question. Maintenant, regardons ce que c'est que le Xmax. Alors, le Xmax, évidemment, il faut admettre, quand on cherche le Xmax, que la réaction, elle est totale, c'est-à-dire que tout l'acide méthanoïque a été consommé. Autrement dit, si je travaille avec Xmax, et bien à ce moment-là, je suis dans un état final qui correspond à l'état final d'une réaction totale. Et à ce moment-là, il faut que j'enlève les XF et que je remplace tout par les Xmax. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi qu'une réaction est totale? Ça veut dire qu'à la fin, ceci est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'acide méthanoïque dans le milieu réactionnel. Donc, si ça c'est égal à 0, on voit tout de suite que Xmax doit être égal à NI, c'est-à-dire à la quantité initiale de HCOH. Donc, ça veut dire que Xmax, c'est la quantité initiale de HCOH. Or, la quantité initiale, c'est la concentration fois le volume de la solution. Autrement dit, c'est la concentration en acide méthanoïque apportée fois le volume de la solution. Donc, ce qui fait que lorsque on regarde maintenant ce qu'est le taux d'avancement final, eh bien, on peut constater que si on écrit ceci divisé par ceci, eh bien, on voit que les volumes de solution s'éliminent et donc que l'on a un rapport entre H3O+, et Ca. Alors, ça va nous aider évidemment à comprendre comment on arrive à cette valeur de constante d'acidité. Donc, la deuxième étape, une fois que vous avez compris ceci, la deuxième étape, c'est de se dire, ben voilà, je vais prendre la relation qui est là, et je vais injecter dans cette relation le fameux taux F. C'est-à-dire qu'il faut faire apparaître du taux F. Donc, on va injecter ça là-dedans. Donc, on va écrire que la constante, le quotient réactionnel à l'état d'équilibre est égal à la constante d'acidité dans un premier temps, et que cette constante d'acidité, finalement, c'est ce qu'on a écrit au-dessus, c'est-à-dire H3O+ au carré à l'état d'équilibre divisé par Ca moins H3O+ à l'état d'équilibre par C0. Et on voit qu'on va remplacer H3O+ par Ca fois taux F. On voit que taux F est égal à H3O+ sur Ca. Si on fait passer le Ca de l'autre côté, on voit que H3O+ est égal à Ca fois taux F. Donc si on prend, alors H3O+ évidemment à l'état d'équilibre, est égal à Ca fois taux F. Et donc si on remplace H3O+ dans cette expression, eh bien, on va retrouver l'expression demandée. Donc on a Ka égale H3O+ au carré, donc c'est ça au carré, donc Ca fois taux F, le tout au carré, donc je vais mettre des carrés un peu partout, divisé par Ca moins Ca fois taux F, multiplié par C0. Au dénominateur, on peut mettre Ca en facteur, donc ça nous donne Ka égale Ca carré fois taux F au carré, le tout divisé par Ca facteur de 1 moins taux F fois C0, et on voit que les Ca s'éliminent, enfin, du moins l'un des Ca va s'éliminer, on va avoir le Ca ici qui va être éliminé, le carré ici qui va disparaître, et on obtient ainsi l'expression qu'on nous demandait. Voilà. Alors dans cette 9e question, on a en fait un script Python. Et dans ce script Python, on a une forme de polynôme du second degré ici qui apparaît, dont la variable est OF. Et on nous demande, dans cette question, de déterminer les coefficients A, B et C qui apparaissent dans ce polynôme du second degré. Alors pour y arriver, on va évidemment s'aider de la question précédente. On va prendre l'expression de la constante d'acidité telle qu'elle était écrite précédemment, et on va modifier cette expression. Alors pourquoi on parle là-dessus? Parce qu'on voit ici qu'on a du taux F, et que dans l'expression du K, on avait aussi du taux F. Donc on voit bien qu'on va devoir utiliser cette expression pour retrouver cette forme d'équation.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, tout d'abord, dans un premier temps, on va faire passer le dénominateur de l'autre côté de l'équation, donc toute cette forme-là. Donc ça nous donne du 1 moins tau f fois C0 fois Ka égale tau f au carré fois la concentration Ca. Ensuite, on va faire passer ce terme-là de l'autre côté de manière à faire apparaître le polynôme du second degré. Donc ça me donne, alors je vais écrire d'abord ça en premier, pour avoir tout à gauche, tau f au carré fois Ca, donc ça je l'aurais écrit, et j'ai dit je faisais passer tout ça de l'autre côté. Donc ça fait moins, alors, 1 moins tau f fois C0 fois la constante d'acidité Ka égale à 0. Et enfin, je vais distribuer le C0Ka sur 1 moins tau f pour faire apparaître mon polynôme. Donc ça va me donner, donc, alors le Ca, je vais l'écrire devant, ce sera mieux par rapport à l'équation du dessus, fois tau f au carré. Ensuite, je vais prendre le terme en tau f. Le terme en tau f, il est là. Donc j'ai du moins fois moins, donc ça fait plus. Donc tau f plus C0 Ka fois tau f. D'accord? Donc C0Ka fois tau f. Moins et moins, ça fait plus. Et enfin, C0Ka fois 1 avec le moins devant. Donc ça fait moins C0 Ka égale 0. Et donc on retrouve ici le fameux coefficient A. Donc ça, c'est votre coefficient A. Ça, ce sera votre coefficient B. Et ceci, attention, hein, il ne faut pas oublier le moins, ça c'est le coefficient C. Hein, je vous rappelle qu'en fait c'est plus moins C0 fois K. Donc le C, c'est bien moins C0 fois K. Voilà, il ne reste plus qu'ensuite à rentrer ça dans le code Python avec les valeurs de C0 et de K qui nous sont demandées au début du code Python. Alors dans cette 10e question, on nous demande de dire si l'acide méthanoïque est un acide faible ou un acide fort. Et pour cela, on nous présente donc les résultats du programme Python, qui sont les solutions du polynôme du second degré, avec évidemment les valeurs qu'on avait dans l'énoncé. Donc ici, on a deux valeurs, tau 1 et tau 2, qui nous sont données. Alors rappelons simplement ce qu'est un acide faible et un acide fort. Donc un acide faible, c'est un acide qui va réagir avec l'eau, mais de manière partielle. Contrairement à un acide fort qui va réagir de manière totale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les deux valeurs de taux qui nous sont données, on en a une déjà qui est négative. Donc déjà celle-là, d'emblée, on peut évidemment éliminer cette valeur puisque un taux d'avancement est forcément positif et il ne peut pas être négatif. Ensuite, la deuxième valeur qui nous est donnée nous montre qu'on a affaire à un taux qui est inférieur à 1. Ça veut dire quoi un taux inférieur à 1? Ça veut dire, je vous rappelle que l'avancement final, c'est le xf sur le xmax. Et donc que si ce taux est inférieur à 1, alors on a forcément xf inférieur à xmax. Autrement dit, ça veut dire que la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau n'a pas été jusqu'au bout de son avancement maximal, n'a pas été jusqu'à l'épuisement total de l'acide méthanoïque, et qu'il en reste forcément à la fin. On peut même dire que le taux d'avancement ici est très très faible, donc il va rester beaucoup d'acide méthanoïque lorsqu'on va le mélanger avec l'eau. Autrement dit, l'acide méthanoïque est un acide faible. Alors, dans cette 11e question, on nous demande d'écrire la formule semi-développée ici de la molécule de méthanoate d'éthyle. Donc, cette formule est écrite en formule topologique, on peut le voir ici. Donc, la formule topologique, hein, je vous rappelle, chaque trait ici tiré représente une liaison carbone-carbone. On ne mentionne pas non plus les liaisons entre le carbone et l'hydrogène. Par contre, évidemment, on mentionne ce qu'on appelle les hétéroatomes, notamment l'oxygène ici. Donc, si j'écris ça en formule semi-développée, à chaque bout, à chaque extrémité de tiret, j'ai donc forcément ici
là, vous voyez, un atome de carbone. Ici aussi, rien n'est mentionné, j'ai forcément un atome de carbone. Donc on va déjà écrire la chaîne carbonée. Donc c'est donc là, premier carbone, deuxième carbone. Ensuite, nous avons un atome d'oxygène. Ensuite, nous avons un atome de carbone qui est présent ici et qui va être doublement lié à une liaison, par une double liaison à l'atome d'oxygène. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à compléter cette formule semi-développée avec des atomes d'hydrogène qui, je vous le rappelle, ne sont pas mentionnés dans la formule topologique. Alors, il faut savoir quand même une chose, hein, c'est que le carbone fait 4 liaisons covalentes. Donc on voit que là, le carbone n'en fait qu'une avec le carbone voisin. Ça veut dire qu'il est forcément triplement lié à 3 atomes, enfin il est relié à 3 atomes d'hydrogène. Ici, le carbone est déjà lié 2 fois avec des atomes voisins. Donc il reste 2 atomes d'hydrogène ici. Et ici, le carbone est lié, ici on voit 3 fois déjà, donc il lui reste une liaison à faire avec un atome d'hydrogène. Voilà la formule semi-développée du méthanoate d'éthyle. Alors, maintenant, il faut entourer, on nous dit, le groupe caractéristique et nommer la famille à laquelle appartient cette molécule. Alors, tout d'abord, le groupe caractéristique, eh bien, c'est un groupe qui est celui-ci. Hein, donc, on peut le retrouver aussi ici. Voilà. Et ce groupe-là, c'est ce qu'on appelle le groupe ester. Et ce groupe ester, eh bien, appartient à la famille des esters. Alors, dans la question numéro 12, on nous demande d'attribuer chaque spectre infrarouge à la molécule d'acide méthanoïque ou bien la molécule de méthanoate d'éthyle. Donc là, vous voyez qu'on a écrit, ce qui est important, c'est de les écrire en formule semi-développée. On voit un petit peu mieux tout simplement l'agencement des atomes et surtout les liaisons chimiques. Donc ici, on voit qu'entre les deux molécules, il y a une partie commune qui est la liaison C double liaison O, hein, ce qu'on appelle un groupe carbonyle en fait. Et on voit que cette liaison est commune aux deux molécules. Quand on regarde les specs, ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit, cette liaison C double liaison O. Quand on voit qu'il y a dans le spectre 1 et le spectre 2 une bande d'absorption qui est fine et intense entre 1700 et 1800 cm-1. Donc on regarde les données, mais on voit bien que ça correspond bien à cette liaison CO. Par contre, la différence entre les deux spectres, elle se voit nettement, puisque dans le spectre numéro 2, vous avez au-dessus, entre 2500 et 3002 cm-1, une large bande d'absorption qui n'apparaît pas dans le spectre numéro 1. Quand on regarde les données spectroscopiques, on constate en effet que cette large bande d'absorption correspond à la liaison OH de l'acide carboxylique. Donc ici, le spectre numéro 2 peut être attribué sans difficulté à l'acide méthanoïque, tandis que le spectre numéro 1 eh bien, sera attribué au méthanoate de méthyle. Et le spectre 2, c'est plutôt l'acide méthanoïque. Alors dans la question 13, on nous demande d'expliquer l'intérêt d'utiliser un montage à reflux pour la synthèse du méthanoate d'éthyle. Alors, l'intérêt d'un montage à reflux, alors déjà, il faut bien se rappeler ce qu'est un montage à reflux. Donc, le montage à reflux, comme tu peux le voir, est constitué d'un chauffe-ballon avec un ballon et un réfrigérant qui constituent l'ensemble. Donc, les vapeurs vont monter du ballon dans le réfrigérant va jouer le rôle de condenseur, va condenser les vapeurs, les liquéfier, pour que celles-ci retombent dans le ballon. C'est pour ça qu'on appelle ça, on dit qu'on a à ce moment-là un reflux, puisqu'on voit le liquide retomber dans le ballon, et ainsi de suite. Donc on a une sorte de reflux qui va se créer. Alors l'intérêt d'un montage à reflux, déjà, on vient d'en parler, c'est d'éviter les pertes. Hein. Donc éviter les pertes. Alors les pertes en quoi? En réactif, mais aussi en produit.
Donc évitez les pertes en réactif et en produit parce que tout simplement vous avez un réfrigérant qui va condenser les vapeurs. Le deuxième intérêt ici, le fait que le réfrigérant condense les vapeurs, il y a aussi un intérêt, j'ai envie de dire, au niveau sanitaire. Je veux dire, on ne va pas respirer des vapeurs toxiques, puisque grâce au réfrigérant, ces vapeurs sont liquéfiées et retombent dans le ballon. Donc il y a aussi évidemment derrière ça un intérêt ici plutôt sanitaire. Ensuite, deuxième intérêt du montage à reflux, comme je vous l'ai dit, on utilise un chauffe-ballon, donc on va devoir chauffer le milieu réactionnel. Et pourquoi on chauffe? Bien tout simplement, ça permet d'augmenter la vitesse de réaction. D'augmenter la vitesse de réaction de synthèse. Bon, je vous rappelle que la température, c'est un facteur cinétique. Donc vous allez augmenter le choc entre les molécules réactives et ainsi avoir plus rapidement, vous allez atteindre plus rapidement l'état final finalement de votre synthèse. Dans la question 14, on va nous demander de déterminer, de calculer le rendement de cette synthèse, donc de la synthèse de l'ester. Donc le rendement de la synthèse, c'est la quantité d'ester réellement formée, sur la quantité d'ester attendue. Donc, bien faire différence entre les deux. La quantité d'ester formée, c'est la quantité d'ester qui est réellement formée pendant l'expérience de synthèse. La quantité d'ester attendue, c'est la quantité d'ester à laquelle on pourrait s'attendre si la réaction était totale, c'est-à-dire si on allait jusqu'à l'épuisement de l'un des deux réactifs. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à la quantité d'ester formée. La quantité d'ester formée, quand on voit dans ce tableau d'avancement ici, eh bien c'est la quantité XF qui s'est formée à l'état final. Alors comment on trouve la valeur de XF? Eh bien la valeur de XF, on va la trouver grâce à une information qu'on nous donne qui nous dit que la quantité d'acide restant à la fin de l'expérience est de 0,13 mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité d'acide initiale moins ce qui a réagi est égale à 0,13 mol. Autrement dit, la valeur du XF va être égale à quoi? Donc Ni de l'acide moins XF égale 0,13. Si je fais passer le XF de l'autre côté, le 0,13 du côté gauche, ça fait XF égale ce que j'ai au départ en acide, moins évidemment les 0,13 mol restantes. Donc ce que j'ai au départ moins ce qui me reste, ça veut dire c'est ce qui a forcément réagi. Donc ça c'est la quantité finale d'ester qui s'est réellement formée au cours de la synthèse. Alors, il faut évidemment déterminer la quantité initiale d'acide. La quantité initiale d'acide, qu'est-ce que c'est? La quantité initiale d'acide, c'est la masse d'acide que vous aviez au départ sur la masse molaire de l'acide. Donc, la masse initiale d'acide était de 11,5 grammes et la masse molaire de l'acide qui était indiquée dans les données était de 46,0 grammes mol moins 1. Donc si on fait le calcul de ceci, ça nous donne 2,50 fois 10 moins 1 mol. Donc ça veut dire que la quantité finale d'ester, la quantité formée réellement, c'est la quantité initiale d'acide moins 0,13, c'est-à-dire 2,50. Donc 2,50 fois 10 moins 1, on va plutôt l'écrire sous la forme 0,250 moins 0,13, ce qui me donne 0,12 mol d'ester formé. Voilà, on a donc trouvé la quantité d'ester formée, donc qui est de 0,12 mol. Donc je vais déjà écrire ici 0,12. Et il nous reste plus donc à déterminer la quantité d'ester à laquelle on peut s'attendre si la réaction était totale. Alors je vais effacer ceci. Voilà. Donc cherchons maintenant la quantité d'ester
attendue. Donc, la quantité d'ester attendue, c'est de se dire, bah voilà, c'est lorsque ma réaction est totale, c'est-à-dire je vais aller jusqu'à l'épuisement de l'un des deux réactifs. Alors, on a vu les quantités initiales d'acide. Hein. La quantité initiale d'acide, on l'a calculée tout à l'heure, elle était de 2,50 fois 10-1 mol. Bon. Cherchons la quantité initiale d'éthanol. Qu'est-ce qu'on a en stock d'éthanol? En stock d'éthanol, qu'est-ce que j'ai? J'ai la masse d'éthanol sur la masse molaire de l'éthanol. Autrement dit, je vais avoir ma quantité initiale d'éthanol qui va être, donc, on a dit 11,5 g sur 46,1 g mol moins 1, qui est la masse molaire de l'éthanol. Si on fait le calcul, on trouve 2,49 fois 10-1 mol. Donc vous voyez que les deux quantités de matière initiale en acide et en éthanol sont quasi identiques. Bon, l'éthanol va s'épuiser en toute rigueur en premier, puisqu'il y en a un peu moins et que les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Donc on voit bien que ici, l'éthanol, sans aller chercher trop loin, hein, l'éthanol est le réactif limitant si la réaction était totale. Hein, si réaction totale. Ça veut dire quoi si c'est le réactif limitant? L'éthanol, ça veut dire tout simplement que, que tout l'éthanol aura réagi et qu'il se sera formé autant d'esters, puisqu'on aurait Ni éthanol moins Xmax égale 0. Donc Xmax sera égal à la quantité d'éthanol initiale. Et comme Xmax, c'est aussi la quantité d'esters formés, on voit bien que la quantité d'esters attendue, cette quantité d'ester attendue, eh bien, elle est égale finalement à la valeur du Xmax, qui serait égale à Ni éthanol, c'est-à-dire 2,49, 10-1, c'est-à-dire 0,249. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à remplacer ça là-dedans, dans cette équation, et donc faire l'application numérique. Et quand on fait 0,12 divisé par 0,249, eh bien, ça vous donne un résultat de 0,48 qui correspond à un rendement de 48%. Alors, dans cette 15e question, on nous demande d'identifier les conditions expérimentales permettant d'optimiser le rendement finalement de cette synthèse. Alors, on peut voir déjà sur le document que les rendements, surlignés en bleu, hein, que les rendements s'améliorent lorsqu'on passe du protocole 1 au protocole 3. J'ai surligné aussi en jaune les différences qu'il y a dans les protocoles. Donc, ce qui était important, c'était de remarquer quels sont les paramètres qui varient. Quand on passe d'un protocole à un autre, ce qui est bien, c'est qu'un seul paramètre varie de manière à avoir son influence, évidemment, sur le rendement de la synthèse ici. Donc en jaune, on peut voir qu'on a, entre l'expérience 1, qui peut servir de l'expérience témoin, on peut voir en jaune qu'il y a eu un doublement de la quantité d'éthanol. Donc ça peut être une première optimisation, donc doublement de la quantité d'éthanol. Et on peut voir aussi en rouge que j'ai surligné le type de montage utilisé. On voit que dans le montage protocole 3, on utilise un montage de distillation fractionnée. Donc là, je te montre un montage de distillation fractionnée. Je te rappelle que donc, un montage de distillation fractionnée, c'est un ballon avec un chauffe-ballon évidemment. Les vapeurs montent dans la colonne Vigreux, de la colonne de distillation fractionnée, et ces vapeurs vont atteindre le haut de la colonne Vigreux ici. En haut, il y a un thermomètre. Ce thermomètre, il est très important parce qu'il va vous indiquer la température des vapeurs qui arrivent en haut de la colonne. Et là, tu vois, la température qui est donnée dans le document est de 54 degrés. Ce n'est pas une température anodine, quand on regarde un petit peu le tableau des données physico-chimiques qu'on avait au début du sujet, on constate que 54 degrés, c'est la température d'ébullition de l'ester. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en haut de la colonne, il y a des vapeurs d'ester. Donc ces vapeurs d'ester, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont ensuite s'engouffrer dans le réfrigérant, qui va jouer son rôle évidemment de condenseur, et donc va condenser ces vapeurs qui vont tomber ensuite et qu'on va récupérer. Donc en utilisant un tel montage, en fait, qu'est-ce que l'on fait? On est en train tout simplement d'extraire
le produit d'intérêt, qui est ici l'ester, on est en train de l'extraire du milieu réactionnel, et ainsi en l'enlevant du milieu réactionnel, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va passer, c'est qu'on va faire en sorte que l'équilibre, que la réaction va vouloir retrouver son état d'équilibre. On a perturbé l'état d'équilibre, et donc la réaction va vouloir retrouver son état d'équilibre, et donc former de l'ester et aller dans le sens direct, évidemment, de la réaction, qui est la réaction de formation de l'ester. Donc la deuxième optimisation que l'on voit ici, c'est l'utilisation d'un montage de distillation fractionnée afin de récupérer l'ester formé au fil de la synthèse.